Oh, ça va là, comme ça va. Comme la fin du texte de Christian Dunker nous permet de l'écouter, son livre est complexe. Son livre est complexe. Et moi, je voudrais... Il est non seulement complexe, puisqu'il prend... En France, les gens qui essayent de critiquer... On sent bien qu'on tourne en rond dans un certain nombre de présupposés en psychanalyse, mais on essaye de le faire de l'intérieur, comme à un certain moment, Sophie l'a rappelé, puisque c'est dans le livre de Christian, en disant non, le nom du père c'est trop restrictif, alors on va aller chercher du côté du préoedipien, de la mère. Bon, c'est pas du tout comme ça qu'il s'y prend, Christian Dunker. Il essaye de comprendre, en particulier dans ce qu'il vient de rappeler là sur la nomination, dans quoi on tourne. Et dire que le système de la nomination, en un sens diagnostique, mais aussi la théorie de la nomination en psychanalyse et en particulier dans la psychanalyse lacanienne, dire que c'est du totémisme, faut bien voir ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, les sauvages sont pas là où on croit. Nous sommes dans un mode de pensée magique. C'est ça qu'il nous dit. Hein, donc, critique de cette raison diagnostique-là, ça veut dire que, et pourtant, Christian Dunker est rationaliste, comme Freud l'était, autrement que Lacan l'était. Mais bon, mais il nous dit que nous sommes dans un système totémique qu'on s'en rend pas compte, et il essaye de le parcourir. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il prend un peu plus un pas de côté que nous? C'est non seulement sa formation d'historien des sciences psychanalytiques, sa thèse publiée quand même en Angleterre. Il a fait le premier ouvrage que Jérôme David a cité n'existe pas en français, sur les conditions d'instauration de la psychanalyse, mais ça existe en anglais. Et quand on travaille ensemble, on travaille en français, en anglais, et comme il dit, en portugnol, c'est-à-dire comme dans la Société internationale psychanalyse philosophie, il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol et peu de gens qui parlent portugais. Christian a inventé une nouvelle langue qui s'appelle le portugnol. Bon. Ce que je veux dire, c'est que pour comprendre comment nous, psychanalystes, mais pas seulement psychanalystes, insérés dans une pratique et dans une culture philosophique, une culture littéraire. Nous avons nos héros, Don Juan, il cite les héros, nos mythes, quoi. Hein, Don Quichotte, Don Juan, il y en a toute une série, comme je parle sans notes, je ne vous les dis pas. Et ça dessine tout un système de pensée, de souffrance, de type littéraire de la souffrance et de l'audace auquel nous nous identifions. Et au fond, la psychanalyse n'est pas indemne de ça, et en particulier cette affaire de nomination, avec ce que tu as rappelé là, que les diagnostics, ça permet d'individualiser la souffrance. On ne parle plus des conditions sociales par lesquelles elle circule et qui actuellement se mondialisent. Hein, bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que notre raison diagnostique et aussi en un sens psychanalytique
serait une pensée magique sans qu'on s'en rende compte. Pour faire apparaître ça, il faut un contre-exemple. Et les Araouétés, les Indiens du nord du Brésil servent de contre-exemple. Seulement, ils ont une pensée extrêmement compliquée. On a beaucoup de mal à nous, Européens, mais aussi un peu vous, latino-américains, on a beaucoup de mal à apercevoir dans quoi on tourne et les présupposés. Et donc, il y a déjà une grande tradition chez les anthropologues. Ça remonte à 1963, quand l'UNESCO avait demandé à Lévi-Strauss un texte sur l'universel. Et Lévi-Strauss avait répondu, il faut commencer à penser l'universel comme une rencontre, voilà la rencontre, comme une rencontre où tout le monde pourrait s'entendre. Quand les Espagnols, avec les inquisiteurs, sont allés au Mexique, les inquisiteurs se demandaient si les populations locales avaient une âme, et pendant ce temps-là, les Indiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont tué un ou deux envahisseurs, et ils les mettaient dans l'eau pour savoir si leur corps allait se putréfier. Bon. C'est ça, une rencontre entre des systèmes de pensée, dans l'histoire évidemment des colonialismes, on ne peut pas commencer par l'universel, il faut penser un malentendu entre plusieurs systèmes de culture. Cette rencontre dont Lévi-Strauss parlait en 63, Viveros de Castro, dans le seul ouvrage traduit en français, qui est un très bel ouvrage et auquel tu te réfères, qui s'appelle L'inconstance de l'âme humaine, y revient. Bon. On n'est pas encore dans cette lecture critique de la psychanalyse du monde contemporain, parce que ce que fait Christian Dunker, c'est essayer, enfin c'est pas essayer, il y arrive, de se servir de cette autre logique et de cet autre système du monde pour faire apparaître nos propres présupposés. Et par exemple, alors quand je lis Viveros de Castro, je comprends un petit peu, mais pas vraiment. Puis je comprends pas le rapport à la psychanalyse parce qu'il n'est pas psychanalyste, c'est pas son problème. Bon, il est plus deleuzien que psychanalyste. Et là-dessus, comme vous l'avez entendu, Dunker n'est pas tout à fait d'accord parce que faire une schizoanalyse au lieu d'une névroanalyse, ça n'affecte pas ce que Dunker appelle la centralité de la construction d'un rapport entre souffrance, malaise et symptômes. Bon. Alors, je trouve que dans ce livre, il y a des pages que je vais vous lire qui sont, j'allais dire les premières, non pas les premières, mais qui sont presque les premières. C'est des pages de Viveros de Castro, mais où Dunker s'adresse à, au fond, des psychanalystes et pas seulement des psychanalystes, mais en particulier des psychanalystes, pour les inciter à penser autrement que d'habitude. Ce texte, c'est page 147. C'est au moment où il essaye de faire comprendre que dans le nord du Brésil, chez les Indiens du nord du Brésil, l'événement mythique fondamental, c'est pas l'assassinat du père, c'est en effet la rencontre dans la forêt. Naturellement, je ne vais pas retrouver le texte. Ben, quand je le retrouverai, je le trouverai. Non, c'est quand il fait parler. Oui, voilà, 147. Il s'agit de savoir qu'est-ce qui fait que nature-culture est une idée occidentale et comment pensent les gens qui ne distinguent pas les animaux et les humains. Alors, par exemple, Viveros de Castro et Dunker
pour nous introduire à ce déplacement, le site, en nous voyant comme non-humains. C'est eux-mêmes que les animaux et les esprits voient comme humains. Les jaguars voient le sang comme de la bière de maïs, les maures voient les criquets comme des poissons, les urubus, je ne sais pas ce que c'est, voient les vers de la viande pourrie comme du poisson grillé. Ça, c'est l'un des textes. C'est-à-dire, il s'agit de pouvoir un tout petit peu se mettre à penser autrement, et en particulier, c'est-à-dire que dans les mythes amazoniens, il n'y a que des humains. Les animaux, c'est des anciens humains. Hein, et puisque c'est des anciens humains, ils voient les hommes pas forcément comme des hommes, ils les voient comme des animaux revêtus de vêtements humains. L'une des idées fondamentales de Viveros de Castro, c'est que les corps, ça va pas de soi dans le nord du Brésil. Pour nous, les corps, ça va de soi. L'âme, ça va pas de soi, comme disaient les inquisiteurs. Eh ben, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est pas qu'on va décider comme ça conceptuellement qu'il n'y a pas de différence entre la nature et la culture. C'est que il y a une manière de se rapporter à ce qui n'est pas soi qui est complètement différente. Alors qu'on peut dire, nous on détermine, et d'une certaine manière, les Indiens du nord du Brésil maintiennent une certaine indétermination. Et alors ce qui est très intéressant, alors d'abord je vais vous raconter, quand j'ai commencé à comprendre ce que disait Dunker, c'était à São Paulo, il intervenait justement sur l'un de mes ouvrages, je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier, c'était dans Éloge des hasards dans la vie sexuelle ou dans La vie sociale des choses. Il a dit que, au fond, la théorie du nom du père et de la filiation au sens de l'anthropologie constituée en Europe, c'était une espèce de mythe fondé sur le sang. C'est-à-dire que tout tourne autour du sang. Le sang, c'est jamais qu'un truc du corps. Or, nous, l'alliance, les interdits de l'inceste, la filiation, la sororité, le rapport avec les affins, c'est-à-dire les frères et les sœurs, tout ça, ça donne au sang une espèce de rôle mythique, mais qui existe aussi dans la médecine. On vous fait des prises de sang chaque fois qu'il faut vérifier quelque chose de comment marche votre organisme. Bon. Et la manière dont Dunker expliquait ça ce jour-là, mais je me suis dit, mais il a raison. Être du même sang chez nous, mais c'est complètement, parce que ça rejoint directement la fonction du nom du père. Hein, être du même sang, et puis c'est la fonction du nom du père qui est sacralisée par le nom. Et le nom, c'est aussi bien la nomination diagnostique que ce qui fait l'unité d'une famille sous la houlette du nom du père. Alors le nom du père, c'est l'identité symbolique, et le sang, c'est censé être dans le corps la même chose. Bon. Et ce moment où Christian Dunker montrait que le sang avait une fonction mythique, quoi, dans nos, qui rejoignait la question du nom, ben, je me suis dit, et alors pour le dire, il faut confronter aux autres qui n'ont pas la même idée du rapport à l'autre. Et par exemple, Christian Dunker rappelle que ils disent pas je suis X ou Y, les Araouétés. Ils disent je suis appelé X par Y. C'est-à-dire que
l'identité est ouverte. On a affaire d'abord à une relation et même pas à une... Alors, on a affaire d'abord à une relation. Tout le monde dit ça. Hein, Hegel le dit, Deleuze le dit. Bon. Sauf que les Arouetais, ils le disent un petit peu différemment. Je suis appelé X par Y. C'est Margaret Strathern a beaucoup travaillé là-dessus. C'est une grande anthropologue anglaise que j'ai découverte. Et alors, chemin faisant, quand on comprend qu'il n'y a pas d'identité subjective au même sens que chez nous, on peut rétrospectivement essayer de voir, puisque Duncker il est très lacanien, essayer de voir chez Lacan ce qui va dans ce sens-là et ce qui ne va pas dans ce sens-là. Alors par exemple, il trouve que la théorie du sujet, vous savez, le sujet, c'est ce qui représente un signifiant auprès d'un autre signifiant, ça, au fond, c'est un bout d'animisme dans Lacan. Alors que, c'est-à-dire que tu dis, il y a une affinité entre la théorie du sujet et l'animisme. Mais dans la théorie des structures cliniques, la proximité, d'ailleurs, Sophie n'a pas pris le même mot, ce qui est très intéressant. Il y a une affinité entre la théorie du sujet chez Lacan et l'animisme, ça serait compatible, mais de temps en temps, Lacan retombe dans le totémisme, si je puis dire. Et c'est-à-dire que la théorie des structures cliniques, c'est totémique. Faut nommer et enfermer les murs, les condominiums fermés, les enclaves, etc. Bon. Donc, le totémisme, dit Duncker, lorsqu'il essaye de caractériser le mouvement général de ce système de vie et de pensée, le totémisme s'érige face à l'expérience de la perte de soi. Toute la critique du manque à être, du truc, du machin, va dans ce sens-là, mais pas seulement ça. Nos héros mythiques, c'est toujours une expérience de perte. Et c'est à cette expérience de perte que la pensée animiste oppose cette expérience d'indétermination. La formule de Duncker, traduite par Sophie, c'est l'animisme montre du doigt la perte de l'expérience de l'autre. Je te demanderai volontiers ce que ça veut dire. Alors que dans le totémisme, tout le système de pensée et de vie et de la société s'érige face à l'expérience de la perte de soi, dans l'animisme, il s'agit de montrer du doigt la perte de l'expérience de l'autre. Ça veut dire, oui, on voit bien, on ne sait pas qui on va rencontrer dans la forêt. C'est ce que vous avez tous dit. Mais tu en fais un peu autre chose. On a l'impression que ça a une portée, ou bien on dit les choses comme ça de façon mythique. On ne sait pas qui on va rencontrer dans la forêt. Ou bien, quand Duncker écrit dans l'animisme, se montre du doigt la perte de l'expérience de l'autre et que c'est le contrepoint de ce qui, dans la pensée européenne ou européo-latino-américaine, est la perte, le manque à être, l'audace, la transgression, la mélancolie. Tout ça, ce sont notre manière de voir le monde dans le système patriarcal, totémique du nom du père. Et le système animiste, ça serait tout à fait autre chose. Voilà. Bon ben, je dirais encore que dans la complexité de cette pensée, puis je vais m'arrêter, mais naturellement j'ai des critiques et des questions, mais ça sera pour une autre fois. Il s'agit là d'introduire. Il y a un auteur dont on n'a pas parlé et qui est très important dans votre pensée, la tienne, mais aussi celle de ton ami que tu cites beaucoup, Vladimir Safat,
qui aurait voulu être là ce soir, mais il est à un colloque à Amiens aujourd'hui et demain. Celui que vous ne citez pas, que nous n'avons pas encore cité, c'est Axel Honneth, le théoricien de la reconnaissance. Moi, je trouve que la psychanalyse, en tout cas chez Lacan, n'a plus besoin d'une théorie de la reconnaissance. Mais vous employez, parce que vous dites que Honneth a une lecture de Hegel qui fait que être homme, c'est être reconnu, mais qu'en même temps, il a repéré quelque chose qui vous a donné l'idée de ces concepts de production excessive de détermination ou bien d'ouverture sur l'indéterminé. On ne sait pas qui on va rencontrer, c'est-à-dire toutes les relations sont pensées grâce à une ouverture, grâce à une indétermination. Bon, donc je pense que est-ce que la psychanalyse est une théorie de la reconnaissance? Tu analyses longuement vers la fin de l'édition française la question de la reconnaissance en disant reconnaissance, ça veut dire d'abord en liaison avec connaissance identifiée, petite référence à la troisième synthèse chez Kant, bon. Mais ça veut dire aussi être admis dans ce qu'on est par un autre. Mais est-ce qu'on peut utiliser la notion de reconnaissance, par exemple, pour décrire le système animiste? J'en sais rien. Voilà. Bon, ben je m'arrête là simplement pour dire que j'ai pas trouvé le texte qui me paraissait le meilleur. Peut-être je vais essayer de le retrouver, puis je me lèverai pour vous le lire quand je l'aurai retrouvé. Merci beaucoup, Monique. Et donc, je crois que c'est à vous de prendre la parole. Non, vous voulez qu'on donne tout de suite la parole au public? Ah, alors pendant que vous préparez, alors allez-y, je vous donne le micro. Voilà, et après je me tais. Tous les corps, le corps humain compris, sont conçus comme des habits ou des enveloppes, mais on ne voit jamais d'animaux portant le costume humain. Ce que l'on rencontre, ce sont des humains habillés avec les vêtements d'animaux, devenant ainsi des animaux, ou des animaux ayant retiré leurs habits d'animaux et se révélant humains. La forme humaine est comme le corps au sein du corps, le corps nu primordial, l'âme du corps. C'est une citation de Vivero de Castro. Moi, ce qui m'interroge et ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est que ce visible par rapport à cette non-différence des humains et des animaux, comment ça habite non seulement les concepts, mais la manière de voir, quoi. Après tout, pourquoi ne pas se considérer tous comme on a été humains, mais il y a, qu'est-ce qu'ils voient, quoi? Qu'est-ce qu'ils voient, les Amazoniens? Parce que si la forme humaine est un masque parmi d'autres, en un sens, on est tous des humains, et les animaux ont été humains, et en un autre, la forme du corps est un masque. Eh ben, c'est à l'intérieur de ce système de pensée que Dunker nous fait entrer en allant choisir les choses qui peuvent nous parler le plus, hein, pour comparer avec ce système où on catégorise, où on identifie et où on ferme les murs. Merci. Et donc, vous voulez réagir sur le vif ou
Je passe la parole. D'accord. Ouais, on est d'accord. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais il fait tout pour pas être entendu. Je vais respecter ça. Hein. Oui. Ou en anglais. Enfin, comme. Ok.